Ces formats qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, ça vise justement à vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer. Bonjour Yannick Kézard. Bonjour Jérôme. Nous sommes à TF1, au cœur de l'Empire, au cœur de la chaîne, près du studio où régulièrement tu présentes des sujets techno d'une manière très originale dont on va parler, avec beaucoup de technologie. Pour parler de technologie, d'abord, commençons par le début. En quoi consiste ton travail ici dans la rédaction ? Alors moi à TF1, je suis responsable de l'innovation, de l'information et des réseaux sociaux de l'info aussi. Et donc sur cette partie innovation de l'information, on essaye de s'attacher à toujours plus moderniser la façon dont on va raconter l'information pour essayer d'y apporter encore plus de pédagogie, encore plus de clarté, intéresser un public toujours plus large. Et donc, en effet, ces formats notamment dont on va parler, qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, ça vise justement à vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer aussi, parce que en télévision, tu sais, nous, on est contraint à une chose, c'est qu'on a besoin d'une caméra. Oui, il faut qu'il y ait de l'image. Il faut qu'il y ait de l'image, il faut filmer les choses. Or, il y a des sujets qu'on ne peut pas forcément filmer. Par exemple, le futur. Le futur, on ne peut pas encore le filmer, par définition, il n'est pas encore là. Pourtant, on a plein de choses à raconter dessus. On sait ce sur quoi beaucoup d'entreprises travaillent. On peut un peu deviner à quoi ressemblera notre futur, déjà. Et donc, on peut le montrer, mais on ne peut pas encore le filmer. Alors pour ça, on utilise des effets spéciaux, de la 3D, un peu comme ce qu'on peut voir au cinéma, sauf que nous, on le met au service du propos éditorial, au service d'une information. Alors voilà, ça donne ces sujets qu'on peut voir régulièrement dans les JT de TF1, qui sont impressionnants au niveau réalisation, avec beaucoup d'images. Même quand on connaît un peu et qu'on comprend un peu comment ça marche, parfois on s'y perd, on ne sait plus ce qui est sur un fond vert, ce qui a été rajouté par derrière. Comment est construit un sujet ? Oui, c'est le but un petit peu. Il faut surtout pas que quand on soit en train de regarder ça, on soit en train de se perdre dans la fabrication, les détails. Il faut qu'on écoute le propos et qu'on soit informé, puisque ça reste le but de ces formats-là. C'est un peu comme un tour de magie. Il faut qu'on profite de l'instant et qu'on regarde ça en appréciant le contenu plutôt qu'en se demandant toujours à quel moment est-ce que le magicien est en train de me cacher quelque chose. Alors, si on prend un exemple précis, oui. Yanni, tu as fait de nombreux sujets. Il y en a un là, que j'ai vu récemment où on te voit avec une main robotique. Oui. Alors, ce sujet, comment est-ce qu'il a été construit ? D'abord, on parle d'une vraie recherche d'informations Bien journalistiques. sûr, il y a un travail journalistique au départ. C'est un vrai travail journalistique, en effet. Donc, moi, je me suis intéressé aux prothèses. Je me suis demandé à quoi allaient ressembler les prothèses dans le futur. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont malheureusement perdu un membre, perdu une jambe, un bras, peuvent avoir des prothèses qui sont souvent principalement esthétiques, mais ne peuvent pas vraiment s'en servir pour attraper des objets, pour vivre au quotidien. Donc, je me suis renseigné et j'ai regardé un petit peu tous les travaux de recherche qui ont été faits. J'ai vu notamment qu'en Suède, il y avait des travaux très avancés qui ont permis à des personnes de contrôler des prothèses de bras par la pensée pour saisir des objets et même avoir presque une sensation de toucher qui revenait grâce à des connexions qui étaient faites avec les nerfs. Donc une fois qu'on a trouvé ce contenu-là, aujourd'hui ces prothèses-là telles qu'elles ont été testées, elles sont pas très visuelles, elles sont encore à un état de recherche, mais il faut tout de suite se demander il faut se projeter. À quoi elles vont ressembler dans 5, 10 ans, 15 ans. Donc on imagine un petit peu ça. Moi je contacte aussi beaucoup d'entreprises pour que, connaissant ce qu'elles font aujourd'hui, elles me disent ce sur quoi elles travaillent pour demain, à quoi ressemblera votre produit demain, quelle est votre vision. Et ensuite, moi je travaille beaucoup donc, avec les équipes d'infographistes de TF1 et on se pose, on fait des dessins. Alors, on n'est surtout pas des artistes, on dessine très mal, mais on fait des dessins pour se dire, alors voilà, on va se mettre dans tel axe, on va tendre le bras comme ça. Là, en l'occurrence, le défi technique, c'était de faire disparaître ma main pour y mettre une main robotique à la place. Donc, on a testé plein de choses. On a mis un gant vert sur ma main, on a collé des scotch pour faire du tracking. Au final, on a trouvé encore une autre solution encore mieux. D'accord. Et donc, c'est comme ça. On essaye beaucoup. Ça prend un temps fou. Il faut combien de temps pour construire un sujet comme ça ? Celui-ci, il a pris un peu plus d'une semaine de fabrication 3D d'infographie. À ça, il faut rajouter
la recherche journalistique, l'écriture du papier, l'enregistrement, le direct. Donc, pour un rendu à l'antenne qui dure combien de temps ? Pour un rendu à l'antenne qui dure 2 minutes, 2 minutes 30. Ah oui. En discutant tout à l'heure avec les infographistes de ton équipe, j'ai appris qu'il fallait, parfois il faut jusqu'à une nuit entière pour rendre un sujet de 2 minutes. Et encore, pourtant, vous bénéficiez d'une ferme de rendu, c'est-à-dire une dizaine de machines interconnectées entre elles pour augmenter la puissance. Ce sont des formats qui sont assez lourds techniquement à réaliser. Il faut une casquette. On est presque plus proche du magazine que de l'actualité chaude. Oui, on peut faire de l'actualité chaude dessus, mais vu le temps de fabrication, c'est dur d'être réactif. On l'a fait le soir où je crois Notre-Dame a pris feu. Quelques heures après, on était en plateau avec une maquette 3D de Notre-Dame pour expliquer là où étaient les dégâts, où était parti le feu, etc. D'accord. Donc on peut le faire, il faut se mobiliser. On sait le faire ici à TF1 quand il y a une actualité forte. Mais c'est vrai que le fait que ça prenne du temps et que ça nécessite aussi d'autres compétences que des simples compétences journalistiques, c'est aussi parfois un frein pour certains journalistes. Il faut imaginer un petit peu sa scène, il faut être un peu réalisateur, il faut être un petit peu scénariste, faire un petit synopsis, ce genre de choses-là. Mais ça s'apprend plutôt bien et on a de plus en plus de journalistes qui s'en servent. Oui, ça se rapproche un peu de l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo. Il faut s'en inspirer. En fait, on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on sait que le public va au cinéma, joue aux jeux vidéo, regarde des films, des séries où il y a beaucoup d'effets spéciaux. On ne peut pas aujourd'hui rester dans des formats d'information qui ne se serviraient pas de ces technologies. Après, il ne faut pas s'en servir pour s'en servir et dire « Tiens, j'ai envie de faire de la 3D, qu'est-ce que je fais ?» Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt « J'ai envie de raconter cette actualité-là, cette information-là. Je ne peux physiquement pas la filmer parce que ça se passe sur Mars, parce que ça se passe dans 10 ans, parce que ça se passe dans l'infiniment petit. » Donc, je vais la raconter avec ces moyens-là. C'est là où ça prend tout son sens, bien sûr. Voilà. Ouais. En effet, c'est impressionnant. Alors, quand on visite le studio, là, on voit qu'il y a donc une partie fond vert, mais quand tu es en plateau, tu n'es pas que devant le fond vert, en fait. Oui, je viens physiquement sur le plateau du journal de 20h et on se sert de ce plateau comme un écrin pour le décor virtuel qui va ensuite venir soit avec un objet virtuel. Par exemple, on va voir prochainement le robot Persévérance de la NASA qui va sortir d'un écran derrière le présentateur pour arriver, rouler sur le plateau et s'installer devant nous. Et puis, carrément, en toute simplicité. Voilà. Et puis, il y a des moments où ça nous permet de vraiment transformer le décor du plateau en décor complètement virtuel et rentrer à l'intérieur pour montrer parfois une ville flottante du futur telle que l'ONU prévoit de les construire, parfois la planète Mars. Dernièrement, on a montré un projet un peu fou de station solaire dans l'espace qui pourrait permettre de créer de l'énergie renouvelable dans l'espace. Et tout ça, en presse écrite, en radio, on peut très bien en parler et tout le monde l'imagine. Mais en télé, il en faut plus. Il en faut plus, il faut le montrer. Et donc, c'est pour ça que tous ces formats aident énormément à parler de sujets qui sont impossibles à filmer. Bien sûr. Donc, pour chaque sujet, il y a une partie où tu es en direct, mais il y a également des séquences enregistrées. Ça peut arriver, oui, parce que le fait d'être enregistré, ça permet d'aller plus loin dans l'interaction avec le virtuel. Ça peut me permettre de saisir des objets virtuels, de rentrer dans un décor, d'être sur Mars, moi aussi, d'attraper une poignée de terre martienne. Voilà, plein de choses comme ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est jamais de la forme pour la forme. Bien sûr, mais ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est toujours la forme. On assume le fait d'avoir un côté spectaculaire dans la forme, mais qui doit être mis au service du fond. Mais est-ce que tu ne crains pas que parfois ça fasse un peu oublier le fond, du coup ? Je pense pas, parce que justement on essaie d'y mettre toujours beaucoup de contenu et de faire en sorte d'apporter quelque chose avec cet outil-là, entre guillemets. Après, si c'est divertissant en plus d'être informatif, j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi j'ai beaucoup de retours d'un public assez jeune qui est très surpris agréablement de voir ces formats-là au journal de 20h, et ça leur donne envie de regarder la suite du journal de 20h et d'y revenir. Donc finalement, c'est plutôt gagnant. Non, puis c'est vrai que, alors c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer, pour connaître un petit peu le secteur et le domaine dont tu parles, puisque voilà,
voilà, on traite à peu près le même genre de sujet, on va dire. Il est vrai qu'il y a toujours beaucoup de fond et beaucoup de précision dans tes sujets, et on sent que c'est ça qui prime avant toute chose. Malgré tout, alors cette débauche, ou en tout cas cette très belle technologie mise au service de l'information, TF1 est particulièrement en avance dans ce domaine? Oui, alors il y a des choses qui se font aussi dans d'autres médias, que ce soit à l'étranger, en France, mais nous, c'est vrai qu'on fait ça depuis très longtemps, et surtout, en fait, on essaye de progresser régulièrement. C'est-à-dire que moi, j'ai un graphiste avec qui je travaille, par exemple, très régulièrement, qui s'appelle Christophe Aragona, et il est amusant parce que, en fait, si on refait quelque chose qu'il sait déjà faire, ça l'ennuie. et il me pousse à chaque fois à trouver des nouveautés sur la forme, parce que lui veut pas s'ennuyer, veut toujours apprendre des nouvelles choses. Et donc là, faire disparaître mon bras pour mettre une prothèse robotique, il ne savait pas le faire au départ quand on en a parlé. Et c'est ça qui est bien aussi dans ces formats-là, c'est qu'on progresse toujours, les technologies avancent très vite. Là, nous, on commence à regarder beaucoup d'innovations dans ce domaine. Et donc, il faut tout le temps apprendre, se former, utiliser des nouveaux outils. Donc ça n'arrête pas, et c'est quelque chose qui a encore beaucoup d'avenir. C'est quelque chose qu'on a vu arriver, si je me souviens bien, sur des chaînes américaines il y a quelques années, principalement pour la politique, il me semble, et aussi peut-être pour les résultats électoraux. Ce qui a été beaucoup mis en scène également, c'était les catastrophes naturelles, des choses comme ça. Ici, c'est donc toi, j'ai l'impression, qui monopolise l'essentiel des ressources. Non. Ou il y a d'autres sujets qui sont traités de cette manière? Non, on essaie de plus en plus de diversifier les sujets qui sont traités avec ces technologies. Donc, il y a d'autres journalistes qui font ces formats en plateau le dimanche soir, notamment dans le 20h. Et puis, ce qu'on a amené aussi depuis quelques années, c'est le fait d'apporter cette technologie de la 3D, de la réalité augmentée sur le terrain, en reportage. Nous, on appelle ça la Terre augmentée. On parcourt la Terre, on fait des reportages sur plein de sujets, et au lieu de revenir et de simplement se contenter de ce qu'on a vu, on y ajoute des effets spéciaux, un peu comme un film retoucherait des scènes pour y mettre des effets spéciaux, et donc ça permet de mieux expliquer certains sujets. Je fais un reportage là-dessus sur la montée des eaux, et expliquer comment, avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer allait monter, et on s'est servi de cette technologie pour, dans une petite ville de Normandie, faire monter l'eau et montrer concrètement dans la rue comment l'eau allait monter. Et puis, je m'en sers aussi pour le futur un peu plus joyeux, un peu plus souhaitable, sur des innovations technologiques. On en a fait un dernièrement sur le foot du futur. Comment est-ce qu'on va regarder des matchs de foot dans le futur, dans un casque? Comment est-ce que des joueurs de foot vont s'entraîner dans le futur, s'ils mettent des lunettes de réalité augmentée pour les aider à travailler leurs coups francs, à mieux viser, etc. Donc, tout ça, on va sur le terrain, on tourne des choses, et ensuite, on les retouche a posteriori, pour montrer à quoi va ressembler ce secteur dans le futur. D'accord. Tu parlais des réactions des plus jeunes, effectivement, qui peuvent être séduits par ce type d'effets spéciaux. Est-ce que tu as d'autres réactions? La montée des eaux, ça peut pas être un peu perturbant, peut-être pour certains publics? Où est la part? Comment faire la part des choses entre le réel et le virtuel? Alors, on explique toujours que ce sont des reconstitutions 3D. On n'est pas allé filmer réellement une ville sous la montée des eaux, même si ça manque pas finalement. Il y en a quand même déjà beaucoup. Mais ça sert sur les sujets d'environnement, ça sert à une forme de prise de conscience qui est très importante. Parce qu'on a beau expliquer, parler du rapport du GIEC, donner la parole à des scientifiques, faire des reportages dans des zones qui sont déjà touchées, si on veut expliquer que demain, ça risque d'être encore pire, avec 2, 3, 4 degrés de plus, à un moment, il faut le montrer. Parce que c'est en le montrant que peut-être on aura encore plus conscience des risques de ce réchauffement climatique, et qu'on agira peut-être encore mieux aujourd'hui pour éviter que ce scénario catastrophe ne se généralise. Donc oui, ça peut être déstabilisant, comme tu le dis, mais au final, quand on informe, on déstabilise parfois, mais c'est aussi notre rôle. Quand on montre les dégâts d'un séisme en Turquie, ça peut être des images déstabilisantes, mais elles sont nécessaires. Bien sûr. Yannick Hézard, on l'a dit, donc il faut du temps pour construire ce type de sujet. On parle en jours, parfois même en semaines, selon le sujet, selon les moyens dont vous avez besoin. Le futur, c'est quoi? Quel type d'outils vous avez déjà identifié pour peut-être faire encore mieux, encore plus vite dans le futur? Le but, c'est pas forcément d'aller plus vite, mais c'est en tout cas de toujours améliorer ces outils technologiques. Alors, on se forme régulièrement
aux moteurs graphiques de rendu, par exemple, le moteur Unreal ou d'autres moteurs. Donc, ça, vous travaillez avec ça, donc. On travaille beaucoup avec ça et nos graphistes se forment régulièrement aux nouveaux outils. Donc le futur, ça va d'abord être de suivre l'évolution de tout ça. Ouais. Donc peut-être que dans le réalisme, dans les temps de calcul, dans les technologies de tracking, on voit de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont ajoutées à ces outils-là pour faciliter l'utilisation et avoir des rendus encore plus impressionnants. On regarde aussi très attentivement tout ce qui pourra être consommé éventuellement demain dans des casques, dans des lunettes. Est-ce que on pourra demain s'informer dans des lunettes, dans des casques de réalité virtuelle? Si oui, comment? Est-ce que ces formats un peu immersifs qui nous emmènent dans un monde différent pourront se raconter aussi comme ça? Tout ça, c'est intéressant. Et puis là, dans ce qui est intéressant aussi en ce moment, il y a beaucoup d'innovation sur la capture volumétrique, où on peut, avec un smartphone, scanner un objet en 3D et l'avoir tout de suite en modèle 3D ensuite dans un décor. Ça se fait en photo, ça se fait en vidéo aussi. C'est super impressionnant. On peut enregistrer une scène en 3D et ensuite pouvoir la filmer sous tous les angles. Ça permet de mixer comme ça le réel et le virtuel, des objets réels et des décors virtuels éventuellement, etc. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Yannick Hézard, responsable de l'innovation de l'information à TF1.